Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Sina Jarre. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive, dont le nouveau numéro vient de sortir. À la une cette semaine, la crise en Ukraine, comment Vladimir Poutine défie l'Occident. C'est des sujets pour vous, je sais que vous aimez l'international, je connais vos passions, vos hobbies, cher Je vous le Sina confirme. Jarre. Et donc oui, si vous voulez, parfois l'actualité impose son rythme, son tempo, et donc aussi ses exigences de choix de sujets. Nous n'avions pas, vous vous en doutez, il y a 2 semaines ou 3 semaines, prévu de titrer sur les ambitions européennes de Vladimir Poutine. Mais le fait que l'armée russe ait amassé 100 000 hommes parmi ses troupes à la frontière entre la Russie et l'Ukraine nous a contraints à revoir nos plans et à nous interroger sur ce que dissimule cette stratégie qui inquiète la communauté internationale, qui inquiète notamment le président américain Joe Biden, qui se demande ce qu'il y a derrière, et à juste titre d'ailleurs. S'agit-il d'une simple démonstration de puissance sans intention de passer de la guerre froide à une guerre tiède, voire à une guerre chaude, ou s'agit-il du début d'une offensive visant à reconquérir une partie du territoire de l'Ukraine qui, historiquement, dans sa géopolitique intime, j'allais dire dans son imaginaire géopolitique, beaucoup de Russes considèrent comme partie intégrante de la nation russe. D'où cette décision de redéployer hier 3000 soldats américains plus à l'est. Voilà. Alors, mais 3000 soldats américains face à 100 000 soldats russes, le compte n'y est pas, qu'on le veuille ou non, si vous voulez. Donc, et on risque d'avoir un phénomène de disproportion, en quelque sorte, dans la riposte ou dans le feu rouge opposé à Vladimir Poutine, et qui peut-être ne va pas être de nature à le dissuader. Par ailleurs, c'est l'occasion pour nous de nous interroger sur le grand jeu international, de mettre un focus, par exemple, sur l'État d'Israël, qui, en raison du nombre de Olim très important venus de Russie et d'Ukraine depuis la chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'Union soviétique, peut jouer à sa mesure et à sa manière un rôle sinon d'arbitre, du moins de médiateur dans cette crise. On sait d'ailleurs que la ministre de l'Aliyah, Pnina Tamano-Shata, s'est engagée officiellement à ce qu'en cas de conflit ouvert, pour l'instant nous n'en sommes pas tout à fait là, il y ait jusqu'à 75 000 Olim en provenance de Kiev et d'autres villes ukrainiennes qui soient accueillis en territoire israélien. Et puis plus largement, avec nos spécialistes, avec Frédéric Ancel, avec Galia Ackerman, qui est une historienne spécialiste de la Russie, elle-même d'ailleurs juive moscovite de naissance, nous nous interrogeons sur les nouvelles ambitions de la Russie. Moi, je ne suis pas de ceux qui, dans la presse française, ont pour tradition de diaboliser, de démoniser la Russie par essence. Vladimir Poutine, d'ailleurs, est un chef d'État, on a souvent l'occasion de le dire ensemble avec notre ami Alexandre Adler. Très rationnel. Qui poursuit une rationalité. De ce point de vue-là, nous ne sommes pas dans le cas de figure beaucoup plus inquiétant du fanatisme religieux, de l'Iran nucléarisé. C'est autre chose. Mais en revanche, il faut comprendre les raisons profondes. L'attaque contre la souveraineté ukrainienne est évidemment par définition inadmissible. Donc Macron, Biden, ils ont raison de se mobiliser. Mais il y a aussi des raisons historiques. Il ne s'agit pas de relativiser, mais de les comprendre, de les prendre en compte, qui expliquent aussi peut-être cette stratégie actuelle de la Russie, notamment quelque chose qui court comme un fil rouge au travers de l'histoire russe, que les soviétiques d'ailleurs éprouvaient également pendant la période communiste, qui est la hantise de l'encerclement. Encerclement par la Chine à l'est, l'ouest européen, on va dire catholique et protestant pour faire vite, et le sud, essentiellement le Caucase, etc., qui sont des terres où prédomine en partie l'islam. La Chine, justement, Alexis, il nous reste une petite minute. Vous consacrez... J'ai été trop disert. Oui, mais c'était intéressant néanmoins. Et je voudrais qu'on vous dise un mot sur cet appel de Bernard-Henri Lévy notamment et de Nathan Sharansky concernant l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. Alors, l'honneur d'intellectuel, Sharansky est un homme politique, mais c'est aussi un intellectuel comme ancien dissident. Bernard-Henri Lévy, évidemment, aujourd'hui, est un global thinker, très engagé dans les grands combats internationaux. C'est d'aller à l'encontre des majorités, de ne pas avoir peur de mouiller la chemise et de contrer l'opinion dominante. L'opinion dominante, c'est que c'est très bien, Pékin formidable, on va célébrer les athlètes, etc. Eux attirent, au travers de cet appel qui circule beaucoup depuis le New York Times, l'attention de la communauté internationale sur le sort réservé à une minorité particulièrement maltraitée dans la Chine actuelle, qui est les Ouïghours. Et à ce titre, ils demandent, même si ce n'est pas tout à fait le mot qu'ils emploient, le boycott par les hommes de bonne volonté de ces Jeux Olympiques. Et c'est-à-dire
Je vous laisse terminer, Alexis. Et c'est à lire sous la plume de notre collaborateur Laurent Cohen-Coudard. Que l'on salue. Que l'on salue amicalement, fraternellement, dans les pages d'actualité juive de cette semaine. Merci beaucoup, Alexis Lacroix. Le dernier numéro d'actualité juive est à retrouver dans tous les bons kiosques et par abonnement sur le site actualitéjuive au singulier.com. Merci, Alexis. Merci, et à la semaine Steve. prochaine. À la semaine prochaine. Le Grand Journal, Radio J.